On en est bien à la peur et donc la différence entre la peur, la phobie L'angoisse. et l'angoisse. Merci. Donc, ce que je disais, alors je ne sais pas si les personnes ont entendu, mais que la peur étant une émotion, c'est fugace. C'est quelque chose, entre guillemets, qui nous traverse, et c'est quelque chose qui va être court et fugace. Et vu que c'est une émotion, d'ailleurs, que ce soit la peur ou autre chose, tout le monde, c'est quelque chose qui caractérise l'être humain. Donc, tout le monde va ressentir de la peur, de la joie, de la tristesse ou de la colère. On est vraiment tous logés à la même enseigne. Alors je dis ça puis je compléterai peut-être, il y a peut-être d'autres choses qui viennent parce que j'essaie de faire assez spontané quand même. Tout ce qui va concerner l'angoisse, ça va être une manifestation profonde d'inquiétude. Alors, soit l'objet est connu, soit on sait, soit l'objet est connu ou pas. Donc, soit ça va être tu vas avoir une angoisse, je sais pas, je vais prendre aussi dans mon expérience des personnes qui m'ont partagé certaines choses au cabinet, par exemple. Mais quelqu'un qui va avoir une angoisse soudaine et qui va s'installer en plus dans le temps, qui va avoir une angoisse sur, je sais pas, aller au resto et manger en public, alors qu'avant, bah, c'était pas le cas. Et en fait, soit on connaît l'objet, sur quoi ça se rattache, soit pas du tout. Ça vient un peu, entre guillemets, comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ça va venir se passer. Mais j'y viens aussi un peu après en parlant de la phobie. Et ça peut se manifester, l'angoisse, par des signes physiques variés. Donc, soit c'est un processus inconscient. Par contre, on observe quand même globalement que ça se met en place pour nous protéger, comme une alerte, en fait. Moi, que ce soit peur, angoisse ou phobie, bon, peut-être moindrement pour la phobie, mais en fait, c'est quelque chose qui va nous donner une alerte sur ce qui va se passer autour de nous ou à l'intérieur de nous. Et juste, j'ai envie de dire que l'angoisse, c'est une peur, d'accord? L'angoisse, c'est une peur. Et que la peur, en général, c'est une projection négative dans le futur. Quand on va avoir peur, on a peur sur le moment, mais on a aussi peur pour l'après. Je prends un exemple bateau. Je vais essayer de prendre des exemples hyper terre à terre. Si jamais vous en voulez d'autres, vous me dites. Alors là, je vais aller vraiment un peu plus loin, mais si par exemple une personne a un accident de voiture, elle va avoir peur, bien sûr, sur le coup. Donc l'émotion de la peur va la traverser. Mais dans sa projection négative du futur, soit elle va se voir décédée, soit elle va se voir blessée, soit elle va se voir à l'hôpital, mais dans le futur. Est-ce que ça va? C'est clair? Ouais. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que cette personne a la peur d'avoir peur, finalement? Alors, la peur d'avoir peur, c'est autre chose. Alors, c'est autre chose, mais on va y venir. C'est intéressant ce que tu dis là. Juste pour la phobie, c'est bien plus qu'une peur, j'ai envie de dire. Ça se rattache à l'angoisse, l'anxiété, l'angoisse, et c'est vraiment un trouble anxieux. La phobie, ça peut être vraiment irrationnel. On ne sait pas pourquoi. Je vais vous prendre un exemple entre guillemets un peu marrant, mais pas si marrant que ça parce que la personne se faisait moquer, etc. Ça peut être irrationnel et ça peut conduire à de l'angoisse. Je prends un exemple qui est réel. C'est pas une bêtise. Moi, j'ai eu une personne qui avait qui avait la phobie des éponges. Donc, on savait pas trop sur quoi ça venait se placer. Et en fait, et vraiment, je le dis aussi, ça venait se placer, donc ça pénalise aussi la personne dans sa vie quotidienne, mais ça j'en parle après aussi. Et puis, la personne, c'était vraiment, c'est irrationnel. Enfin, je veux dire, même si on peut comprendre, moi je comprenais sa phobie, mais les gens ne la comprenaient pas et c'était quand même quelque chose d'assez irrationnel. On entend plus parler d'avoir la phobie des serpents, des araignées, de la foule ou d'autres angoisses, de prendre les transports en commun, d'aller faire des courses. Et d'ailleurs, avec le Covid, tiens, j'y pense, petite parenthèse, ça a explosé. Les gens qui avaient peur de sortir, l'agoraphobie, peur en société, peur de faire les courses, de toucher des choses, tout ça, bref. Et voilà. Et en fait, je fais une parenthèse aussi parce que on observe que ça, les enfants l'ont beaucoup.
Il y a beaucoup d'enfants qui ont des peurs et des phobies. Je ne sais pas si vous avez des enfants autour de vous, même si ce ne sont pas vos enfants, mais ils ont souvent des peurs, des phobies un peu irrationnelles, quoi. L'exemple du croque-mitaine sous le lit, quoi. Donc, et l'origine des phobies, elle est difficile à identifier. Et on sait qu'il y a des facteurs neurobiologiques, génétiques, psychologiques et environnementaux. Ça va dépendre de là où on grandit, ce qu'on va avoir comme base d'amour, d'affection, de famille, tout ça. Mais c'est avant tout un trouble anxieux. Ça, je tiens quand même à le dire parce que je ne sais pas si vous, même dans vous deux ou dans les personnes qui nous regardent, elles ont des phobies, mais ça peut entraîner des crises d'angoisse. Donc, c'est pour ça que ça se relie à l'angoisse, de la panique, voire de la dépression. Et ça peut même créer une autre phobie. Et alors, quand tu parlais de peur de la peur, moi, j'ai des personnes que j'accompagne en méthode décimo et sophrologie notamment, qui me disent j'ai une phobie, ça m'empêche de vivre, mais je veux pas qu'on me l'enlève. Et c'est en fait la peur de plus avoir peur. Ah ouais. Comme quoi, on voit bien qu'elle vient Comme quoi, on voit bien qu'elle vient protéger quelque chose. Moi, je vois souvent ça avec la colère aussi. Ça vient protéger quelque chose, ça vient donner une alerte. Et que ce soit la peur, l'angoisse ou la phobie, c'est une vraie souffrance pour les personnes. Ça peut alors j'y vais fort avec ce mot, mais ça peut vraiment les handicaper ou on va dire altérer leur vie quotidienne. Et la personne qui en souffre, ça peut avoir des répercussions sur leur vie sociale, professionnelle, affective. Mais après, bon, il y a des accompagnements quand même qui existent pour aider ces personnes. Donc voilà la différence entre les trois. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, tout à fait. Parfait. Ok, super. Et justement, toi, tu les accompagnes comment ces personnes? Une personne qui vient en te disant, moi, j'ai une peur phobique des éponges. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne? Ouais, alors déjà, moi, je couple deux techniques, sophrologie et méthode décimo, qui vient, c'est un médiateur émotionnel. Donc, vu qu'on est en pleine émotion, ça s'applique quand même pas mal. Alors, je vais pas c'est pas que c'est compliqué de répondre à cette question, mais bon, là, si on prend l'exemple de cette personne-là, j'ai mis un protocole en place que je vais toujours adapter parce qu'en fait, la personne vient en fait, et je trouve dans n'importe quel accompagnement thérapeutique, elle va venir avec une question, une problématique, quelque chose qu'elle veut améliorer, réguler, voilà. Et après, il va en découler d'autres choses, je trouve. Des fois, c'est un peu un sac de nœuds. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on va venir dérouler ce sac de nœuds. Donc, moi, j'adapte. Alors, je fais jamais de copier-coller d'une personne à une autre parce qu'une personne qui va venir avec une phobie des araignées, soit c'est parce qu'elle a vécu un choc. Et c'est pour ça que j'utilise la méthode décimo, c'est qu'elle vient travailler sur les chocs émotionnels. Donc, je vais faire de la sophrologie pour pacifier ce qui se passe à l'intérieur de la personne, pour mettre une sorte de base, une stabilisation, que la personne soit, on va dire, stable pour elle, un peu plus forte à l'intérieur d'elle. Et puis après, on va travailler aussi avec la méthode décimo pour voir s'il n'y a pas un choc qui se rattache à cela, à cette phobie, cette peur ou autre. Soit, avec différents protocoles, ça va vraiment dépendre. Et si ça ne vient pas se mettre sur un choc connu, donc comme je le disais tout à l'heure, la peur, elle va venir se placer, ou l'angoisse va venir se placer sur quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas rationnel, moi, j'entame plutôt un travail sur le mental pour apprendre à la personne à venir, j'appelle ça le ticket mental, moi, mais pour venir redriver. Après, je suis beaucoup sur l'autonomie, donc j'apprends à la personne à le faire, et pour redriver son mental, pour que quand ça se présente, elle ait des techniques mentales, des techniques physiques, donc avec la sophrologie, et même quitte à créer avec la personne un exercice exprès pour elle. Parce qu'en fait, ce qui va s'appliquer à une personne ne va pas s'appliquer à une autre personne, même si c'est la même peur, la même angoisse, la même phobie. Bon, les phobies, elles peuvent se retrouver, les peurs et les angoisses, elles vont vraiment différer d'une personne à une autre, quoi. Donc voilà. C'est vraiment un accompagnement global. On voit que tu utilises différents outils et en fonction de la peur à laquelle la personne est confrontée, tu vas adapter la réponse.
Oui. Et je fais juste un complément là-dessus, c'est que dans mon activité de coaching, donc j'accompagne, on va dire, le monde de l'entreprise, donc dirigeants, managers et entrepreneurs. Et tu vois, sur les entrepreneurs, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. Et ça va dépendre, hein, tu vois, peur de se lancer. En fait, il y a tout moi, j'ai un panel de peurs avec les entrepreneurs. Et ça va être, par exemple, la peur de manquer d'argent quand on se lance et que, tu vois, ça peut être des femmes, mamans isolées, parents isolés, pardon, avec maman qui supporte la famille. Ou ça peut être une jeune femme qui a peut-être pas eu confiance à un moment donné et puis bah, ça vient se rattacher dans son désir de lancer une boîte. Ça peut être la peur de manquer alors, manquer de clients, manquer d'argent, manquer de ressources. Puis là, on voit bien que ces personnes, elles mettent des stratégies internes avec elles-mêmes pour pouvoir combler ça. Faire un max de formation, faire un max de webinaires, faire un prêt. Enfin, il y a des stratégies quand même inconscientes qui se mettent en place et que la peur déclenche. Hein. Donc c'est pas négatif pour moi. Avoir peur, c'est pas spécialement négatif. Voilà, moi je le vois comme ça. Même une angoisse, ça va venir réparer quelque chose chez la personne, hein, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas négatif. Et pareil, chez même des dirigeants, des managers, hein, je vois bien qu'un dirigeant, il va avoir des peurs récurrentes ou des choses comme ça. Et donc en coaching aussi, je les accompagne à lever ces barrières-là, mais ça va être un peu plus sur du mental, je trouve. Je mets dans mes coachings aussi de la sophrologie et du DCMO parce que j'arrive plus à faire autrement et que j'ai créé ma technique comme ça. Mais on voit bien que c'est quelque chose de global. Donc, je préfère utiliser une méthode aussi englobante, quoi. D'accord. Et effectivement, le sujet de ce soir, c'était effectivement tout à fait cette peur qui paralyse, cette peur qui empêche de prendre des décisions, d'avancer dans la vie, de se lancer des défis parfois. C'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est cette peur qui t'insinue, tu sais, parfois sur laquelle on met d'autres mots. Tu sais, on dit c'est juste que c'est pas le bon moment ou on met pas forcément le mot de la peur souvent. Je manque de confiance. Il y a aussi beaucoup ça aussi. Oh, je manque juste de confiance en moi. Alors que parfois, quand on va gratter un petit peu, on retrouve finalement cette peur qui nous empêche vraiment d'avancer. Carrément. Carrément. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que de prime abord, le mot peur ne vient pas. C'est vraiment, et c'est ça aussi, moi je trouve ça passionnant d'accompagner les personnes. Et je trouve aussi que c'est un super pas pour les personnes qui se font accompagner parce qu'elles mettent le doigt sur quelque chose. Je dis quelque chose parce que ça va dépendre. Hein, ça fait un peu général. J'aime pas trop la généralité, mais on va mettre le doigt sur quelque chose qui va faire qu'elle va mettre des mots sur ses émotions aussi. Et moi, je trouve qu'on n'est pas coupé en deux. Pro, perso, émotion rationnelle ou émotion mentale. Je pense que c'est des choses qui travaillent ensemble. Et on voit bien, tu le disais tout à l'heure dans ce que tu disais là, on voit bien que c'est le mental qui commence à driver ça. Et pas que le mental, hein, c'est aussi ce qu'on a vécu, c'est notre vécu, nos expériences de vie, etc., notre éducation, tous ces messages qu'on reçoit depuis notre plus tendre enfance aussi. Hein. Donc c'est vraiment un mélange de genre entre le mental, le corps, ce qui se passe, donc les émotions, tout ça. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a deux choses. C'est que soit une émotion ou un blocage, ça va être moteur. Par exemple, à titre perso, je sais que je fonctionne comme ça. Soit ça va être bloquant. Et on retrouve bien ça en DCMO et même en sophrologie. Je l'explique de plus en plus, et même en coaching, aux personnes qui viennent me voir. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale. Et en fait, ça vient travailler sur le système nerveux. Comme quoi, c'est pas déconnecté de notre corps, de notre cerveau, hein, ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette peur, elle va soit nous faire agir, soit nous figer, soit nous emmener un peu dans la lune, tu sais, un peu en mode je sais pas trop. Et là, c'est le mental qui va nous emmener quelque part sur une autre planète, quoi. Et on se fait ces films tout seul. Mais non, mais je vais pas y arriver, par exemple, ou puis non, mais après il va se passer ça, puis après il va se passer ça, puis alors qu'en fait, si on prend le rationnel dans le ici et maintenant, qui est une théorie aussi, enfin j'aime pas trop ce mot-là,
Mais voilà, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi le ici et maintenant, tu vois. Moi, au cabinet, je le fais expérimenter, mais on ne sait pas trop. On nous dit ici et maintenant, bah, en fait, on nous dit toujours de nous projeter. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comment tu vois la vision de ton entreprise dans 3, 4, 5, 10 ans, comment tu te vois dans 20 ans, enfin, des trucs, on nous demande toujours ça. Du coup, en fait, moi, j'explique aux personnes que c'est vraiment ce qui se passe, c'est soit on fige, soit on est dans le mouvement, on agit, soit on part un peu sur une autre planète, quoi. Et juste, parce qu'on parle de peur et que je vais reprendre un exemple bateau, c'est comme quand on est sur un passage pour piétons, qu'on voit une voiture qui est en train d'arriver et qu'on voit que le conducteur est en train de parler à son passager et pas de regarder ce qui se passe devant lui. Donc, nous, sur le passage pour piétons, et c'est déjà arrivé à tout le monde peut-être, hein. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, je cours de l'autre côté. Vous savez, je vais plus vite sur l'autre trottoir, quoi. Et il y a des gens, et ça, je l'ai déjà vu, et beaucoup avec les enfants, par exemple, ils stagnent, ils restent figés. Vous voyez, par exemple, ça peut être c'est juste pour illustrer, mais c'est deux comportements, parce que c'est des comportements qu'on met en place face à la peur. Eh bien, c'est ce qui se passe. Ça peut se passer. Voilà, c'est pas une réalité non plus, mais donc après, qu'est-ce qu'on choisit? Que ce soit moteur ou que ce soit, c'est là où c'est bloquant. Et c'est là où les personnes aussi, à un moment donné, je pense même inconsciemment se posent la question et veulent travailler sur elles, sur ce plan-là, quoi. Et c'est très bien, c'est super. Donc, ça voudrait dire que conscience de cette peur, finalement, elle peut servir de tremplin. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, c'est bon. Et ça veut dire que déjà, la reconnaître cette peur. Déjà, reconnaître. Alors, attends. Et ensuite, on peut faire. Alors, je suis désolée, ça coupote un petit peu. J'ai entendu que la peur pourrait être éventuellement un tremplin et après, ça a coupé. Désolée. On a peur. Il faut prendre peur à la suite. Alors, je suis désolée, ça hache. C'est peut-être juste un problème de réseau. Hein. Là, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 3, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Ah, ça y est, c'est reparti. Ouais, bon, là, j'entends. Oui, donc, ça veut dire que déjà, dans un premier temps, il faut en prendre conscience de cette peur. Et ensuite, ça peut nous servir de tremplin si on la transcende. Ouais. Et tu vois, j'ai envie de vous poser même à vous une question, ou même aux personnes qui sont sur le live là. Du coup, comment vous faites pour en prendre conscience? Tu vois qu'il y a une peur. Du coup, tu vois, c'est pas que mais ça peut aussi permettre aux personnes de réfléchir et puis même à vous. Mais tu vois, quand tu me dis ça, ça m'appelle, quand tu as peur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu vois, concrètement. Ou pour les personnes, les personnes qui sont en comment, vous pouvez commenter aussi. Hein. Oui, n'hésitez pas à poser les questions. Une question que ça fonctionne de peur. Alors, je peux préciser. Désolée, mais ça recoupe. J'ai perdu le mot. Ça recoupe. Alors, ce sont les joies du direct. Oui, c'est ça peut faire un direct. Et voilà, Marie, il y a paralysie. Ouais. Oui, donc c'est ça. Donc c'est paralysé, ça rejoint ce que je disais avant. En effet, on peut être paralysé. Et Laetitia, elle dit, c'est déjà au niveau du corps. Et moi, je trouve, quand je me crispe, angoisse. Donc ça va être une sensation aussi. Donc une sensation corporelle d'angoisse. On nous dit que ça coupe aussi. Ouais, moi, je trouve aussi, Gaëlle, que ça passe par le corps. Je ne sais pas si Ingrid ou Stéphanie aussi, vous avez... Alors, la somatisation, ça va être autre chose. Mais on peut en parler après, si vous voulez. Parce que c'est lié, mais on pourra en parler après. Il y a un lien. En tout cas, c'est lié, il y a un lien. Et juste, moi, je trouve que ça passe déjà par le corps. Et moi, en fait, quand les personnes viennent au cabinet, ou même, en fait, même en coaching, et même en coaching, c'est-à-dire avec des dirigeants, même en entreprise,
je l'ai fait énormément passer par le corps parce que je travaille beaucoup sur le corps, cœur, cerveau. Et donc, pour moi, c'est aussi très, très lié. Et en fait, dès qu'on a peur, en général, on a une série de symptômes physiques. Et je passe beaucoup par de la sophrologie aussi pour ça. C'est un super outil pour venir prendre conscience de son corps et de ce qui se passe. Et derrière, ça va être une porte d'entrée, je trouve aussi, pour venir travailler sur la peur, l'angoisse ou la phobie. Et oui, en effet, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Moi, je trouve que ça va être une porte d'entrée qui va être peut-être pas simple pour tout le monde en plus, hein. Il y a des personnes qui ont du mal à venir poser des mots sur leur... On les accompagne à ça, hein. Mais on voit bien que ça peut être peu évident pour certaines personnes. Mais déjà, voilà, quand Marie disait bah, je me crispe, bah, il y a sans doute aussi d'autres symptômes, mais purement physiques. Et ça, c'est intéressant aussi à aller investiguer, quoi. Et tremplin, oui, totalement. Moi, je trouve que, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que après, moi, je suis un peu fonceuse. Et ça, il y a plein de gens comme moi. Hein, je suis pas extraordinaire pour ça, mais moi, dès que je vais avoir une peur ou dès que je vais avoir un blocage, peut-être qu'aussi je baigne là-dedans depuis des années, mais je vais aller chercher à décrypter ce qui se passe et à lever ces blocages-là. Et du coup, ça me fait avancer, ça me fait mieux me connaître. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Et moi, alors je vais pas vous contredire, mais je trouve quand même qu'il y a justement le fameux type de peur, tu sais, qui est caché, qu'on veut pas trop aller chercher. Par exemple, je meurs d'envie de me relancer dans des études, mais je sais pas, d'accord. C'était peut-être une peur quand même, hein, peur de l'échec. Et ce type de peur-là, il ne nous fait pas le même effet, je trouve. C'est pas la peur, tu vois, qui va nous serrer le cœur, qui va... Mais c'est une peur quand même qui va nous paralyser, qui va nous empêcher d'agir. Ouais. Ouais. Tu vois ce genre de peur-là. Oui, mais moi, je vois bien. Moi, je pense quand même qu'il y a une base commune, parce que ça reste de la peur, mais qu'il y a juste des degrés différents. Tu vois, ça, c'est dommage, j'aurais pu le sortir. Mais je me suis créé des cartes parce que j'arrivais pas à trouver ces cartes-là. J'ai créé des cartes, en fait, où, tu vois, on part de la peur. Et après, j'ai plusieurs mots, donc comme appréhension, inquiétude, panique, et le mot peur dedans. Je t'en cite que quelques-uns. Et je fais graduer à la personne où elle en est. Et en fait, je trouve que ça m'appelle ça, hein, ce que tu dis. Donc, c'est qu'il y a une différence, il y a une graduation qui est différente selon la peur qu'on vit. Est-ce que je suis claire là? Ouais. Tu vois, ça peut être de l'appréhension, une appréhension, mais qui va peut-être être motrice, ou déjà paralyser les personnes. Et tu vois, je trouve que ce que tu vis, enfin, je ne sais pas si tu parles de toi, mais quand on vit ça, je trouve que ça va dépendre de plein de choses. Alors, plein de choses, ça va être quoi? Ça va être on a vécu, les expériences qu'on a vécues, ratées ou réussies, et leur assimilation, et le feedback qu'on en fait. Ça va être la projection du futur, comme je le disais au tout départ, qu'on va en faire. Est-ce que je vais garder ça comme c'est, le cristalliser comme c'est, ou le transformer, donc en tirer un feedback et le transformer pour évoluer? Et ça, encore une fois, ça fait un peu... c'est pas que c'est évasif, mais je trouve que ça va vachement dépendre d'une personne à une autre. Par contre, on voit bien, par exemple, là, quand tu me parles de ça, moi, ça me parle tout de suite entrepreneuriat, par exemple, des personnes qui vont avoir ces mêmes peurs-là. Tu disais quoi? Tu disais reprendre des études, hein, c'est ça? Ouais, bah oui, les gens, ils vont avoir peur. Et moi, tu vois, quand j'entends ça, ça va être... C'est ton cas ou pas? Non, c'est un exemple. Ouais, et tu vois, moi, quand j'entends peur de reprendre des études, derrière, il y a des messages comme est-ce que je suis capable?
Et donc, au-delà de est-ce que je suis capable, c'est je ne suis pas capable. Je n'y arriverai pas. Donc, la question de est-ce que j'y arriverai ou pas. Donc, en général, hein, je dis pas que c'est juste que là, je me refais un peu les personnes que j'accompagne. Je n'y arriverai pas. Je suis pas capable. Et aussi le je suis nul qui va arriver peut-être. Peut-être, hein, ça peut être les trois, ça peut être l'un des deux ceci, ça peut être autre chose. On peut pas tous les faire là, mais et encore une fois, ça revient à une construction mentale qui vient quand même, qui prend naissance quelque part de son éducation, de ce qu'on a vécu, de ses échecs ou pas. Mais ça reste quand même peur d'y aller, quoi. Alors, soit on dépasse sa peur, on vient la réguler, lui parler, la câliner, lui dire alors, ok, t'inquiète pas, on va y aller ensemble. C'est ce que je fais en DCMO, par exemple. On va dialoguer avec l'émotion, on va pas lui dire dégage. Et quand même, il y a des gens qui lui disent dégage. Et c'est là où elle va revenir. C'est pour ça qu'en fait, se faire accompagner, c'est pas juste donner de l'argent à quelqu'un, c'est pas juste faire genre je me fais accompagner. Ah putain, je vais voir une thérapeute. Non, non, non. C'est qu'en fait, c'est l'émotion qui toque à la porte tant qu'on n'est pas allé lui parler. Et c'est pour ça, moi, j'ai des entrepreneurs, ils me disent, oh, mais j'ai fait je sais pas combien de coaching, je sais pas combien de webinaires j'ai fait plein de trucs avec la CCI, j'ai fait plein de formations, mais ma peur de l'échec revient tout le temps. Et je leur dis, bah, bouge pas, et on va venir parler avec la peur. Et ils me disent, mais comment ça? Et ils me prennent un peu pour une folle, hein. Et je leur dis, ouais, mais en fait, l'idéal serait de venir parler à cette peur, parce que par A plus B, je leur dis, en fait, c'est quelque chose qui revient, non? Ils me disent, bah ouais. Je sais, bah ouais, mais c'est juste qu'en fait, tu es juste en train de mettre un couvercle sur ta peur ou lui dire, vas-y, laisse-moi tranquille, je veux pas t'entendre, je veux pas te voir. Et en fait, elle revient juste à la porte régulièrement. Et c'est ça aussi qui est important, je trouve, même dans le choix de se faire accompagner, de comment, etc., avec qui, quelle technique. Et c'est cool, hein, il y a plein de choses. Et moi, j'ai fait aussi plein de choses et je trouve ça génial. Mais c'est quand même de se faire accompagner, quoi. Parce que pour qu'une peur, elle soit tremplin, il faut quand même aller gratter sur des messages bloquants, des messages contraignants. On appelle ça des drivers en coaching aussi. Moi, j'utilise plutôt le mot de message contraignant qui vont nous contraindre dans un schéma qui va venir se reproduire. Mais ce schéma, ça va être la somme de ce qu'on a vécu, de notre ou nos émotions et du feedback qu'on aura fait ou pas, quoi. Voilà. Vous me dites, hein, si c'est pas clair. Non, non, c'est très clair. Et c'est justement, il y a Clément qui allait dans ton sens en disant on prend conscience de la peur car l'histoire se répète. Oui, par exemple, difficulté pour des projets. C'est exactement ça. Elle revient, cette peur. Ouais, et en fait, tant qu'on n'est pas allé lui parler, pour moi, elle revient. Est-ce que tu pourrais faire la différence? C'est une question de Laetitia qui nous demande comment reconnaître manque en soi versus la peur. Ouais. Alors, si je peux schématiser, la confiance en soi, ça peut être une résultante de la peur. Ça peut être aussi autre chose. La confiance en soi, ça fait partie de de ces forces qu'on acquiert quand on est bébé. De 0 à 3 ans, il y a un truc qui s'appelle la myélinisation, qui est donné par... Alors là, je vais un peu déborder, mais pas tant que ça. Ça va vraiment prendre du sens après, mais il y a ce truc-là qui est de 0 à 3 ans. Quand on a l'amour, quand on reçoit de l'amour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut bien être conscient de ça, l'amour de ses proches, de sa famille, etc., on va remarquer que ces personnes qui vont avoir plus alors oui, je vais mettre le mot amour, mais c'est vraiment ce mot-là, d'attention, de prise en considération. On va voir qu'elles vont développer ça. Alors, je suis très neurosciences, tout ça, j'adore ça, donc je me forme aussi sur d'autres choses, sur la théorie polyvagale dont je parlais tout à l'heure. Enfin bref, et ça va venir donner plus de possibilités aux personnes d'avoir de la confiance. Mais la confiance, elle n'est pas décorrélée de l'estime et de l'affirmation de soi.
Donc, en gros, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça arrive pour plein de personnes, hein, mais ça n'arrive pas pour tout le monde, eh ben, notre confiance, elle va se construire déjà quand on est bébé, en fait. On s'en rend pas compte, mais tout l'amour qu'on va donner ou recevoir, eh ben, enfin, recevoir, parce que, voilà, mais même quand on est parent ou voilà, beaux-parents même, ou quelqu'un voilà, qui a des enfants autour de lui, déjà, ça va permettre de participer à une meilleure myélinisation. Donc, c'est une gaine autour des fibres du système nerveux qui vont nous accompagner là-dessus. Et on voit bien, en effet, que les enfants, je dis pas, attention, c'est vraiment prendre aussi avec des pincettes, c'est pas une généralité. Hein. Par contre, on voit bien que une personne qui va avoir peut-être grandi dans un environnement, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de contextes environnementaux, psychologie, génétique, tout ça, sur tout ce qui est angoisse, phobie. Eh bien, on voit bien que des personnes qui vont avoir un contexte familial particulier, ils vont être plus sujets à la peur. Et ça, c'est un truc que je remarque. J'ai eu ça un jour qui m'est apparu comme ça. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose. Les gens qui me disent qu'ils ont eu une enfance particulière ou qui ont, voilà, qui ont des gros traumas aussi dans leur enfance, petite enfance, ils développent plus de doutes, de peur, de phobie que les autres. Attention, ce n'est pas une généralité non plus, d'accord? Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Et comment reconnaître la confiance en soi de la peur. La peur, elle va venir se replacer, je trouve, sur plusieurs fois sur des choses similaires ou les mêmes choses. Et la confiance en soi, elle inhibe l'action aussi, tu vois. Elles sont vraiment reliées, en fait. Pour moi, la confiance en soi, ça peut être une résultante de la peur, mais elles sont pas décorrélées, quoi. Ça peut être vraiment, vraiment lié, quoi. Ça vous parle, là, même à vous, les filles, ou aux personnes qui sont... Vous me dites hein, si c'est pas clair ou si c'est... C'est clair, hein. Ça a l'air de parler à Cathy Kathleen. Oui, je vois. Après, confiance en soi, c'est aussi un bloc, et peur, donc c'est un bloc émotion. Donc, mais on voit bien que quand on a peur, on a moins confiance. On ne fait pas, on n'agit pas. Une émotion, c'est ex movere, se mettre en action. On voit bien que bah oui, la peur, elle va inhiber la confiance. Plus on a peur, et qu'on reste avec elle en plus, et qu'on reste avec elle, qu'on la nourrit même inconsciemment. On voit bien qu'on a moins confiance pour se dire, et c'est encore, mais ça me reparle encore entrepreneuriat, mais les personnes qui vont avoir peur, elles vont pas se lancer ou lancer leur boîte tout de suite. Alors, elles vont la lancer tout timidement. Puis après, elles vont travailler sur leur peur, leur confiance. Moi, je travaille avec tout ça, mais on voit bien qu'après, c'est une sorte de fleur qui va s'éclore petit à petit pour prendre la place qu'elle a envie de prendre. Mais ça, c'est pareil dans plein de domaines, dans la famille, dans les études, professionnellement parlant aussi. Une personne, elle va être manager, elle va être propulsée manager, elle n'a jamais été avant. Bah, ça va atteindre, ça peut générer de la peur et ça peut atteindre sa confiance en elle. Et du coup, ça peut se voir dans l'équipe. Enfin bref, ça peut créer plein d'autres choses, quoi. C'est corrélé, je pense, vraiment. D'accord. Ok. Alors, et du coup, alors, parce que nous, au Causerie, on aime bien le pratico-pratique. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous donner aujourd'hui? Un petit exercice à faire, travailler cette peur, d'identifier une peur, de travailler. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aujourd'hui? Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que déjà, quand vous savez que vous avez peur de quelque chose, ça paraît tout bête, mais en fait, c'est déjà une amorce sur un travail avec le mental, parce que je travaille avec le mental, c'est pas mon ennemi pour moi le mental. C'est de prendre. Alors moi perso, j'ai toujours un petit cahier sur moi, ou là je suis sur mon bureau, j'ai toujours de quoi noter rapidement. C'est de noter la peur. Et ça peut être. Pardon? La désigner. Ouais, mais vraiment, vraiment, de noter l'objet de la peur. C'est-à-dire, on peut encore prendre un exemple bateau de chez bateau, peur de perdre son emploi. Voilà, il y a des gens qui ont peur de ça, ou peur de ne pas réussir à quelque chose. Déjà, de le noter par écrit.
et de noter avec le je. C'est pas le on, c'est pas le nous, c'est pas le tu. En fait, c'est le je qui est concerné. Donc là, on va poser la peur. Donc par exemple, j'ai peur de perdre mon emploi. Voilà, on va prendre un truc bateau. De le noter et de fermer les yeux ou pas, mais de vous remettre dans un moment où ça s'est produit pour vous, cette peur, où elle est apparue. En fait, poser par écrit, ça permet de conscientiser. On oublie de nos jours de le faire. Et moi, je vais pas vous mentir, même sur mon téléphone, dans mes notes, je vais noter des trucs et je me l'applique encore à moi-même. J'ai 1 milliard de notes, du coup, parce qu'il faut arrêter de planer. C'est pas parce qu'on est thérapeute aussi qu'on n'a pas de peur, qu'on n'a pas des choses qui vont. Enfin, moi, ça, c'est un truc. Personne me dit, maintenant, moi, tout va bien, j'ai pas peur. Oui, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir travaillé, mais il y a quand même des peurs qui peuvent venir. Et moi, perso, je peux même vous montrer, je vais sur mes notes et en fait, je note, ok, des idées que je peux avoir, mais c'est, tu vois, par exemple, moi, j'ai noté, je partage avec vous, j'ai aucun souci, le oser dire oui, oser dire non, arrêter de dire oui à tout. Parce que, mais ça, c'est un peu vieux comme note, hein, parce que j'ai travaillé dessus quand même. Mais de se dire, non, mais c'est vrai, et de se dire, mais à un moment donné, noter. Et en fait, je le note et je vais retourner dessus. Et en fait, déjà, ça me permet de le sortir de ma tête, de le poser, en fait, par écrit, de me dire, non, mais en fait, ce qui se passe là, c'est réel. C'est réel et ça m'entraîne un comportement. Donc, déjà, première chose, noter. De voir quel comportement ça peut engendrer chez soi. Et derrière aussi, de passer par le corps et de noter tous les symptômes que ça peut faire, que ça peut vous provoquer. Et en général, c'est des symptômes pas agréables. Donc, ça peut être de la moiteur dans les mains, de pas oser parler. Ça peut être peut paralyser certains sens, comme la parole. Les acouphènes aussi, il y a des personnes en sophrologie, par exemple, ça va se placer. Ils vont avoir des acouphènes qui vont venir quand ils vont être dans une peur. Ça peut être j'ai le ventre tendu, ça peut être je me crispe. Je fais ça, mais ça peut être les épaules ou autre. Ça peut être une boule dans la gorge, n'importe quoi de physique. Et après, et déjà quand on fait ça, en fait, moi je remarque une chose, hein, même à titre perso, déjà quand on fait ça, ça permet de diminuer les symptômes, de diminuer la peur, parce qu'en fait on la prend en considération, on la voit. Et plus on fait ça, et plus on vient prendre conscience de cette peur, vraiment, qu'on la tire de l'inconscient, qu'on la conscientise déjà en l'ayant écrit. Et plus on le fait, alors c'est un travail à faire par contre. Moi, j'en vois par exemple en coaching quand je leur donne, ils me font ouais, puis il le faut 1 fois, 2 fois, ou 1 semaine, 2 semaines. Puis sur plusieurs mois d'accompagnement, et leur dis et alors quoi. Et en fait, ça demande vraiment du travail. C'est pas un truc quand on enclenche un travail sur le mental, c'est du boulot quoi. Et puis après, moi je conseille aussi pas mal. Donc deuxième type, ça va être les exercices de respiration. Donc ça plutôt en sophrologie, je trouve. Et moi je viens les faire travailler en exercice de respi. Donc déjà un truc basique aussi quand on rencontre une peur en soi, de se poser, de la conscientiser, donc même peut-être encore une fois de l'écrire ou de la nommer, et puis de venir respirer quoi, de fermer les yeux, de prendre conscience de ses points d'appui, puis de respirer quoi. Et déjà ça vient poser aussi cette émotion. Et ça se fait hyper rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde en mode non, on peut le faire très tranquillement. Moi, j'enseigne aux personnes à le faire parce que je suis vraiment pour l'autonomie, de se dire de manière douce, sans que personne vous voit faire. Et les gens le font dans le bus. Et il y a des personnes comme ça qui ont réussi à reprendre les transports en commun. C'est fou. Donc déjà aussi par des exercices de respiration. Et après, ouais, ça va être de la méthode des CMO, mais là, ça se fait plus en cabinet avec un peu plus de liens et de partage direct, quoi. D'accord. Tu peux peut-être en dire un mot parce qu'il y a une question sur la méthode des CMO. Donc, merci à Cathy qui a mis un lien. Mais est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est? Ouais, je peux carrément. Et puis sur mon site internet aussi, je détaille à ma sauce, mais c'est une technique qui est super.
Je vous le dis. Alors, je vous dis déjà pourquoi je m'y suis mise. Parce qu'en sophrologie, les gens venaient me poser des gros paquets une fois que la confiance se mettait en place. Elle se mettait assez rapidement. Et les gens, au moment, venaient me déposer un gros paquet. Un gros paquet, ça veut dire j'ai été agressée sexuellement, j'ai eu un gros accident, je m'en sors pas, j'ai un gros choc professionnel, je m'en sors pas, j'ai vécu un énorme burn-out, je m'en sors pas, j'ai vécu un accouchement très très compliqué, je m'en sors pas, la perte de quelqu'un, bref. Et en fait, en sophrologie, on peut accompagner ça, mais je voyais que ça ramait et que surtout, c'était assez compliqué de pouvoir, en moins de 15 séances, et moi, je suis plutôt pour la mise en mouvement et les personnes deviennent autonomes. Et j'ai entendu parler de cette méthode-là, qui est mix, ça veut dire donc désensibilisation des chocs émotionnels par les mouvements oculaires, comme le MDR, et on a de l'EMDR dans cette technique. On a aussi des méthodes comme la méthode TIPI, la méthode RENET, l'IFS, Internal Family System. Et en fait, on va venir, avec cette technique, vraiment être bien plus englobant. Alors, j'assume, je le dis, ça va un peu plus loin que le MDR, à mon sens. Parce que moi, avec ma thérapeute, ma psychologue, je faisais beaucoup de MDR. Et quand j'ai découvert la technique des CEMO, et d'ailleurs, je m'y suis formée ensuite, et ben, ça m'a accompagnée 10 fois plus vite et 10 fois plus sur tout ce qui était choc émotionnel. D'enfance, d'adolescence, de femmes adultes, dans le relationnel avec les hommes, avec le professionnel. J'ai aucun mal à vous en parler, mais du coup, des burn-out que j'avais vécu aussi, qui n'étaient pas guéris. Et en fait, on va venir justement dialoguer avec les émotions. À aucun moment en décémo, on dit « je te vire, émotion, je veux pas te voir, je ne veux pas te parler ». Au contraire, on va venir se poser et avoir un effet réparateur, et c'est très, très englobant. C'est-à-dire qu'on va… moi, je vais expliquer même aux personnes ce qui se passe dans leur système nerveux, pourquoi ils se mettent dans certains états, soit de coupure, quand il y a des gens qui sont pas bien, ils sont en dépression, ils se couchent, ils se mettent dans le noir pendant des jours, ça a quand même un effet bénéfique, c'est qu'ils se mettent dans des états de coupure qui vont venir les protéger encore une fois. Et je vais leur expliquer ce qui se passe aussi au niveau du cerveau, du corps, quand une personne vit une agression sexuelle et qu'elle se voit par exemple dissocier, totalement se sortir de son corps, quoi. Ça, c'est pas des conneries, hein. C'est vrai, c'est ce qui se passe vraiment, c'est ce que plusieurs personnes… moi, je travaille avec des médecins, des psychologues, des chirurgiens. Il se passe vraiment ça. Dans le cerveau, c'est ce qui se passe. Il y a un circuit qui coupe à l'amygdale et hop, on fuit. Donc, et en fait, Decimo, ça va vraiment venir accompagner. Au départ, j'avais du mal à dire ça, hein, comme quoi, de parler de choc émotionnel, choc traumatique, mais en fait, on va vraiment venir aborder ça et qu'on se détende aussi avec ce principe, c'est qu'on vit tous des chocs émotionnels. C'est-à-dire que ça peut être vécu dans la cour d'école quand on est petit, à l'adolescence, ça peut être un accident de vélo, on vit tous des chocs. C'est en fait, pour l'instant, j'ai jamais vu ou rencontré une personne qui a une vie linéaire un peu comme un conte de fées, quoi. Voilà, même rater un examen, ça peut être un choc pour quelqu'un, quoi. Enfin, donc voilà ce que c'est la méthode des CEMO. Voilà, super, merci à toi. On a une petite question de Laetitia qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure en disant mais il faut écrire. Elle disait mais écrire vraiment toutes les peurs à l'instant, tous les jours, ça demande beaucoup de discipline, lol. Ouais. Alors moi je suis hyper d'accord, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un exercice. Après qu'on se détende aussi, je trouve qu'il faut pas non plus se mettre martel en tête là. Je pense que c'est aussi intéressant quand il y a une peur qui revient souvent. Si tu l'entends une fois, 2 fois, 3 fois, ben, au bout de 3 fois, moi, on m'a souvent dit ça, même dans un enseignement bouddhiste que j'avais suivi, où en fait, on m'a souvent dit quand il y a une chose qui se présente dans ta vie, observe-le. Quand ça revient une deuxième fois, observe-le d'un peu plus près, parce qu'en général, c'est que ça vient déjà commencer à nous dire quelque chose, de positif ou de négatif d'ailleurs. Et quand ça vient une troisième fois, embrasse-le et avance avec. Et moi, je ne fonctionne que comme ça depuis 15 ans. Donc, si je vois 3 fois la même chose, je vais y aller. Donc, même si c'est à l'autre bout du monde, je suis un peu tarée, je sais. Et du coup, tu vois, tu peux aussi très bien le faire, Laetitia, en étant dans… Si j'ai une peur ou par rapport à quelque chose qui revient souvent, bah note-la.
le faire tous les jours, peut-être que cette peur, tu vas l'avoir, elle va venir tous les jours, peut-être pas. Peut-être que ça va être des moments de ta vie avec une certaine personne, un certain moment de la journée, j'en sais rien. Tu sais, il y a des personnes, des fois, c'est que le matin ou que le soir, ça peut être le matin et le soir d'ailleurs, de prendre la voiture, de conduire. Et puis en fait, elles vont pas y penser le reste de la journée, quoi. Peut-être même qu'entre midi et deux, elles vont partir faire des courses entre midi et deux, elles vont pas avoir cette peur-là. Ou peut-être que, je prends cette peur de la voiture parce que je pense à quelqu'un là, mais du coup, ça va être peut-être aussi de se détendre avec ça et de se dire, bah, je vais le noter quand ça va se présenter plusieurs fois. Et petit à petit, mais c'est un vrai travail, hein, ça je le nie pas, il y a toujours une part de soi. Le thérapeute, il pourra pas tout faire à 100%. Ça, désolé, c'est pas, c'est vous qui faites le premier pas. Et il n'y a pas qu'un pas à faire. Le thérapeute peut pas tout faire. Ou l'accompagnant, ou le sophrologue, ou ce qu'on veut, hein, ou le psychologue, n'importe quel truc, même le médecin. Il y a aussi une part de soi. Et c'est ça aussi qui, je trouve, est génial, c'est que ça vous redonne du pouvoir. Moi, je le parle vraiment comme ça parce que ça permet vraiment de redonner du pouvoir à la personne. Et surtout, moi, en sophrologie, en DCMO, je travaille, et même en coaching, en fait, je travaille beaucoup là-dessus. C'est de donner de la capacité à la personne de dire, attends, mais en fait, je suis pas obligée de me laisser emporter par cette peur, voyons. Et moi, des fois, même à moi-même, je me le fais comme ça en rigolant. Je dis, bah, attends, je suis pas obligée de me laisser emporter par ce truc-là. Attends 2 secondes. C'est quoi la réalité probable? C'est quoi, tiens? Ouais, non, en fait, ça va, quoi. Ça va, ou alors ça va aller, quoi. Donc oui, après, par contre, c'est vrai que ça demande de la discipline. Le thérapeute est quand même là, normalement, pour vous accompagner, vous donner des tips, c'est tout. Mais voilà. Okay. Oui, bon, bah, vous on avait une autre question de Marie, qui je me remets dessus, qui demandait, et si on ne se souvient pas de l'origine de sa peur parce qu'elle est très ancienne, est-ce qu'on peut la faire remonter? On arrive à la faire remonter même si on n'a pas de souvenir conscient? Ouais, alors moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez fou, c'est que moi, j'ai des personnes qui sont venues comme ça. Alors, il y a des techniques qui existent aussi que je ne pratique pas, mais je vais en parler parce que je pense que c'est vraiment intéressant. L'hypnose, alors moi, ça m'a jamais vraiment fait remonter de souvenirs. Bon, il y a des personnes, ça peut le faire. Il y a le rebirth aussi, qui est une technique, on peut le mettre en commentaire peut-être, je sais pas si je peux écrire. Rebirth, sinon c'est R-E-B-I-R-T-H, mais qui vient travailler sur ça. Après, moi en sophrologie ou même en DCMO, c'est une jolie porte aussi pour venir. Alors, je trouve que quand on commence à travailler sur un plan ou sur une peur ou sur quelque chose, ça peut ouvrir la porte sur autre chose. C'est-à-dire que la personne va venir avec je me sens pas bien, et puis ça va ouvrir la porte sur je dis n'importe quoi, mais une compétition que la personne a ratée. Et puis ça va ouvrir la porte sur quelque chose qui va être de l'ordre du familial. Puis ça va ouvrir la porte sur d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi pour venir guérir les blessures qu'on peut avoir, le vécu qu'on peut avoir de pas agréable, quoi, de négatif qui nous entrave un peu comme ça, qui font que ça va pas trop. Et moi, j'ai remarqué que même en sophrologie, les personnes, à un moment donné, elles vont venir. Moi, je fais souvent balayer la vie de la personne au départ de l'accompagnement. Pas en coaching, parce qu'on n'est pas là-dessus, mais en sophrologie, en DCMO. J'ai d'autres techniques aussi, mais globalement sur celle-ci. La personne va commencer à entrouvrir un champ corporel, énergétique et mental. Et en fait, il y a des choses qui vont apparaître à cette personne un peu comme ça. Je sais pas, Stéphanie, je crois que tu es thérapeute. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve qu'en fait, ça vient ouvrir sur d'autres choses. Je sais pas si ça te le fait, toi, dans ta pratique. Oui, qu'on a une approche holistique et qu'on travaille sur tous les plans. C'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler comme ça. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai fait aussi pas mal de kinésiologie. Parce que je suis aussi, désolée de dire ça comme ça, mais un peu branchée âme, spiritualité et tout, mais à titre perso, hein, j'impose pas ça aux personnes. J'ai des personnes au cabinet qui sont pas du tout ouvertes là-dessus. Mais moi, par exemple, je sais que ça m'a beaucoup apporté aussi à titre perso et que ça a ouvert sur d'autres choses que j'avais oubliées.
J'avais oublié de quand j'avais 4-5 ans, des trucs vraiment… et en fait, c'est normal d'oublier aussi. Le cerveau, il fait en sorte de nous protéger. Et quand on oublie, c'est pas anodin. Et quand ça revient, quand ça reconnecte, c'est pas anodin. Et en fait, tout ce qu'on a vécu ne disparaît pas. C'est juste quelque part dans notre corps. C'est pour ça que moi, la sophrologie, je trouve que c'est une belle porte d'entrée où ça reste dans notre cerveau. Et j'ai lu un article il y a pas longtemps, si je le retrouve, parce que j'en lis un paquet, si je le retrouve, je vous le partagerai vraiment. Ça disait, est-ce que la peur s'enregistre dans le cerveau? Bah pour moi, clairement, oui. Clairement, oui. Et justement, en fait, c'est une mémoire neuronale et aussi cellulaire qui va venir s'engrammer quelque part. Moi, en sophrologie, je travaille beaucoup sur le positif. Mais quand je fais recontacter une odeur à quelqu'un ou un vécu positif, en fait, il va vraiment revenir dans moi j'appelle ça le disque dur interne. Et ouais, si on se souvient pas de l'origine de la peur, je trouve que quand même, Marie, quand on commence à travailler sur soi, et ça vient en temps voulu, hein, et puis il faut pas se forcer, je trouve non plus, et ça vient et on a une origine qui vient. Peut-être pas pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a quand même une ouverture. Comme on est en train de parler du corps, de la mémoire du corps, est-ce qu'on peut faire, tu sais, le lien, tout à l'heure on parlait de la somatisation, est-ce que tu peux justement l'introduire maintenant qu'on est un peu ce sujet? Ouais. La somatisation, c'est quand, alors pour faire un petit topo rapide, on va venir vivre une expérience pas agréable, négative, traumatique, et qu'on va venir somatiser, ça va se placer dans le corps quelque part. Alors déjà, je dis que ça se place souvent dans le ventre. On parle souvent du microbiote. Moi, je pense pas que ce soit le microbiote parce que le microbiote, c'est des bactéries. Je pense que c'est le système neuronal des intestins qui va venir, par exemple, donner un message neuronal du ventre, mais quand même qui existe. Et on va venir somatiser. Et à chaque fois qu'on va se retrouver en face d'une situation qui va être celle qu'on a vécue ou similaire, on va avoir, par exemple, je prends un exemple bateau, encore une fois, même un peu drôle, mais on va avoir mal au petit doigt. Et en fait, c'est juste qu'il y a une… en fait, ça va être une encre. Vous me dites si ça vous parle ou pas, si c'est clair ou pas, d'ailleurs. Il va y avoir une encre qui va venir se placer quelque part dans le corps et qui va venir se réactiver régulièrement. Et tant qu'on n'a pas conscientiser cette encre-là, ou quand on n'a pas, vous savez, il y a des personnes qui font du décodage biologique aussi. Ça, c'est intéressant aussi. Eh bien, on va venir toujours se dire, j'ai mal au petit doigt, j'ai mal au petit doigt. Et en fait, la somatisation, elle va se placer dans le petit doigt, par exemple, quoi. Alors, c'était quoi la question? C'était le lien entre la peur et la somatisation, c'est ça? C'est juste pour préciser, parce que tout à l'heure, on en a parlé, et entre l'émotion qui peut se trouver dans notre corps et l'automatisation, c'est une nuance à apporter. Et peut réagir par rapport à l'encre que tu définis. Ce qui est intéressant, c'est qu'en PNL, on va travailler avec c'est exactement le même principe en positif. On va revisiter une situation excellente, et très bien. Alors, je suis désolée, ça coupe. Je suis vraiment désolée. J'ai pas entendu grand-chose, Stéphanie. Je suis désolée. Voilà. Allô, allô. C'est encore les joies du direct. Allô? Non, tu ne m'entends pas. Ah si, je t'entends là. C'est bon. Ouais, là, c'est bon. Je disais d'ailleurs, puisque tu parles de l'encre, là dans le corps, en PNL, on va utiliser l'ancrage avec la même chose, mais en positif. Je peux t'expliquer si tu veux. Ouais. T'as dit quoi à la fin, si tu veux l'expliquer ou si je l'explique? Non, vas-y. Et oui, en fait, j'adore ce que tu dis là parce que donc moi, je suis formée aussi en PNL et en effet, et même en sophrologie, on utilise ça. Moi, je te dis alors rapidement comment on peut le faire. On peut vraiment
Moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, à titre perso, c'est de faire recontacter. Alors, la personne, on peut travailler sur quelque chose qui va être blessant, traumatique, pas agréable. Et derrière, moi, j'aime bien justement, et en sophrologie, on le fait beaucoup, mais en PNL, carrément, j'adore que tu fasses le lien, merci. C'est moi, j'aime bien. Allô? Non, tu ne m'entends pas. Ah si, je t'entends là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Je disais d'ailleurs, puisque tu parles de l'encre, là dans le corps, en PNL, on va utiliser l'ancrage avec la même chose, mais en positif. Je peux t'expliquer si tu veux. Ouais. T'as dit quoi à la fin, si tu veux l'expliquer ou si je l'explique? Non, vas-y. Et oui, en fait, j'adore ce que tu dis là parce que donc moi, je suis formée aussi en PNL et en effet, et même en sophrologie, on utilise ça. Moi, je te dis alors rapidement comment on peut le faire. On peut vraiment moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, à titre perso, c'est de faire recontacter. Alors, la personne, on peut travailler sur quelque chose qui va être blessant, traumatique, pas agréable. Et derrière, moi, j'aime bien justement, et en sophrologie, on le fait beaucoup, mais en PNL, carrément, j'adore que tu fasses le lien, merci. C'est moi, j'aime bien refaire visiter quelque chose d'agréable et de positif à la personne et de le faire ancrer par un geste ou de venir par la visualisation, l'ancrer quelque part dans le corps. Alors, ça va être moi, j'aime bien ne pas induire, pas comme en hypnose, de laisser la personne plutôt se créer son champ des possibles et du coup venir justement mettre une encre positive et que quand elle va avoir, et par exemple avec la peur ça fonctionne, ou une autre émotion, quand elle va, une appréhension ou quoi, et ben la personne va pouvoir refaire soit son geste signal, soit ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça, n'importe quoi peut se toucher l'oreille, et de créer une encre corporelle pour venir remettre du positif. Et ça fonctionne. Alors, je sais pas, toi, Stéphanie, si tu l'as déjà fait, parce que tu as l'air de bien connaître aussi. Je trouve que c'est génial. Et en coaching, moi, je le fais. C'est énorme, quoi. Et je le fais aussi en spatio-temporel. Donc, je fais contacter des choses dans le temps. Et aussi, je les fais bouger dans l'espace. Et du coup, c'est super. Avec une encre aussi, par exemple, la main sur l'épaule ou autre chose. Et ça fonctionne super bien. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Bon, il paraît qu'on t'entend plus à nous, donc on va te laisser parler. Allô? Bon, de toute façon, on n'a pas d'autres questions. Ça fait déjà 1 heure, on est bavarde, hein, Salia, donc c'est trop intéressant. Oui, mais c'est bon, moi ça me va. Hein. Ok, je suis contente d'être là, ça me va bien. En attendant de voir s'il reste quelques dernières questions, est-ce que tu peux nous partager tes petites ressources? Qu'est-ce que tu nous conseilles de lire, de voir? En fait, j'ai envie de vous conseiller 2 choses. C'est un podcast. Alors moi, je suis très, très podcast parce que j'aime bien écouter en même temps que je travaille. Je fais partie de ces gens qui font plein de trucs en même temps qu'ils bossent. Je suis un peu hyperactive. Et en fait, il y a quelques mois, je pense que c'était en février, j'ai découvert un podcast. Alors, j'ai envie de vous mettre à l'écran, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais est-ce que vous allez pouvoir voir? Non, je ne pense pas, ça va être trop petit. Ouais. Ça s'appelle Émotion, avec un S. Et c'est Louis Média qui fait ça. Donc, Louis, L-O-U-I-E. Plus loin, Média. Et alors, je vous le montre. Je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais je ne pense pas, en fait. Je vous montre le petit... Alors, attends, j'essaie de bien centrer. Alors, moi, j'écoute ça sur les podcasts Apple parce que j'ai un iPhone, mais je pense il est disponible aussi sur d'autres plateformes. Et je la trouve super, en fait. Je trouve que c'est assez intéressant. Ça parle de plusieurs émotions. Voilà. Donc, il n'y a pas que la peur. Il y a d'autres choses. Et c'est pas mal, je trouve.
Il y a plusieurs formats. Il y a des petits épisodes très, très courts. Sinon, c'est un peu plus long. Enfin, allez fouiller, allez regarder. Et du coup, il y a... sur la page des causeries, un petit topo avec Talia. Ouais. Et puis, moi, il y a un bouquin que j'aime bien, qui c'est Je dépasse mes peurs et mes angoisses. Vous me dites si vous le voyez, de Christophe André. Ok. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a des dessins aussi. Enfin, voilà. Je trouve que moi, j'aime bien ne pas faire que passer par un canal de diffusion ou d'apprentissage, parce qu'en fait, selon qui on est, on peut être soit kinesthésique, soit visuel, soit auditif. Bref, voilà. Et là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de tout ce qui était confiance en soi. Et j'ai juste envie de vous le prendre à côté dans ma bibliothèque. Je vais vous montrer un autre bouquin. Et on vous mettra le lien sur les commentaires. Hein. Je vous le dis parce que ça m'a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est un thérapeute, un psychiatre lyonnais. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Frédéric Fanger. C'est Oser. Ah oui, très bien. Et ça, je l'ai même offert à plusieurs, enfin pas à plusieurs de mes coachés, mais je l'ai déjà offert 3-4 fois, notamment à des entrepreneurs, mais pas que, à des dirigeants aussi. Je l'ai déjà, et je le trouve pas mal. Alors, il est beaucoup, enfin voilà, faut lire par contre, mais j'aime bien ses schémas. Il propose des schémas intéressants et il parle de plein de choses super sur tout ce qui est confiance. C'est juste pour faire le lien avec la question aussi tout à l'heure et du coup, ça m'a rappelé ça. Donc voilà, au lieu de 2, j'en ai 3 de ressources. Donc voilà. Après, sur Decemo, moi, sur mon site internet, j'ai aussi des explications de ce que c'est. Donc voilà, vous pouvez aller voir aussi. Tu peux nous donner ton site internet, Fatia Alors, moi, sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Si vous tapez Ananda Life Consulting sur YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn, vous me trouvez. J'ai fait très simple. Et en fait, là, par exemple, sur YouTube, je développe et sur Instagram, je développe plein de vidéos autour de plein de questions comme celle-ci. Alors, pas que. Alors, les vidéos sont faites, mais je les poste au fur et à mesure. Donc, sur YouTube et Instagram, je donne aussi plein de trucs. Et vraiment, je donne même des tips comme on a fait là, même plus. Donc, voilà. Et mon site internet, c'est www.anandalife-consulting.com. Et pareil, mon blog, d'ailleurs, j'ai un article sur la peur qui était lié au confinement, mais pas que. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions, mais je vous le dis à tous, vraiment, vous n'hésitez pas du tout si vous avez des questions, j'y réponds. Et c'est vrai de vrai. Alors, je prends le temps de répondre aux gens parce que je trouve que c'est hyper important de considérer l'autre. Et voilà. Voilà. Et puis après, alors c'est Ananda-consulting, mais vous me trouverez quand même, je pense, vous trouverez. Et puis. Les livres, les Talia, mais tout sur. Ça coupe. Attends, ça coupe. Attends 2 petites secondes, ça va revenir, je suis sûre. Ouais, ça va revenir. Vas-y. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Alors, je t'entends, mais ça coupe pas. Vas-y, essaye, dis quelque chose. Bon, je vais dire au revoir. On va trop dire au revoir. Tu nous entends? Ouais. Là, ça commence à aller mieux, ouais. Alors, en attendant, je vais tous vous remercier pour votre présence ce soir. Avec un peu on va de voir et on va aussi la page Facebook live dans 2 semaines. C'est celle qui va être partie. Tu entends du coup? Alors, j'entends pas tout du tout. Je pense qu'on se dit au revoir là. Mais merci à vous. Non, merci à vous.
J'étais très contente de pouvoir échanger sur ce vaste sujet, mais qu'en fait, on a très bien abordé, je trouvais. C'était très, très sympa. Et merci à vous, puis merci à tout le monde pour vos questions, etc. Puis à votre dispo si besoin. Donc, j'espère qu'on se dit au revoir, parce que là, sinon, je suis en train de dire au revoir pour rien. On se dit au revoir. C'est un grand merci. D'accord, réussi à faire de ce sujet qui n'est pas facile, vraiment un sujet très intéressant. Et il nous a donné plein de clés pour continuer à avancer. Donc, un grand merci pour ça. Bah, merci à vous, super. Et puis, merci à tout le monde. Bonne soirée. Profitez bien. Au revoir et à très vite. Bonne soirée à tous. Au revoir, bonne soirée Stéphanie. Salut Ingrid. Salut Talia. Salut Talia.